Du coup, en fait, donc la bière est constituée de 4 ingrédients principaux. Donc il y a de l'eau, bien sûr, à 95%. On a du malt qui constitue donc 5 à 8% de la recette. Et puis on aura aussi du houblon et de la levure qui vont constituer moins de 1% au final, sur le produit fini. Donc sans parler de l'eau qui est l'ingrédient principal et dont il ne faut pas négliger la qualité, on va parler du malt tout de suite là maintenant. Donc ce malt, on peut avoir différents types de malt, puisqu'on parle de malt d'orge, malt de blé. En gros, en fait, le malt résulte de la germination du grain, soit d'orge, de blé, d'épeautre. Finalement, toutes les céréales peuvent être maltées. Et donc, on va obtenir un grain germé qui aura ensuite été séché. Et suivant le séchage, la force du séchage, on va pouvoir obtenir différentes couleurs sur nos grains. Donc, si on regarde la différence, elle est assez flagrante. Donc, sur un malt, par exemple, là, par exemple, on a un malt dit de base, hein, c'est le malt Pils. C'est celui qui va constituer 70 à 80% de notre recette de malt. Donc ce malt de base, c'est un malt blond qui nous permettra, si on l'utilise à 100%, de faire une blonde toute simple, par exemple. Donc on a un malt d'orge qui est très clair en couleur. Donc si on veut donner un peu plus de couleur à notre bière et des arômes aussi, donc si on veut pas simplement par exemple basculer de la blonde claire à la blonde dorée ou une ambrée claire, on va aller chercher des maltes dits spécifiques. Donc il y a toute une catégorie de maltes qu'on va appeler des maltes caramel, parce que justement ils vont apporter une petite note caramel, voilà, à notre bière. Et donc dans cette famille des maltes caramel, on a par exemple ici le Caramunique 2, puisqu'ensuite chaque malterie a aussi sa typicité au niveau des maltes. Mais en gros, voilà, c'est un malt qui est beaucoup plus coloré, déjà, donc avec des grains mordorés, qui naturellement donc, a donc une couleur qui est à peu près 150 fois plus élevée que le malt de base que l'on avait précédemment. Donc ce malt, naturellement, va apporter de la couleur, des arômes aussi. Et puis donc on va donc pouvoir l'utiliser un certain pourcentage sans devoir en mettre trop pour ne pas en fait donner un goût trop fort qui viendrait au contraire voilà, donner des mauvais goûts à la bière. Donc on va multiplier les différences de malt. Donc ça c'est des maltes caramel. Après je peux aller chercher des maltes aussi bien plus colorés comme on va avoir ici un malt carrément torréfié. Et là quand on dit torréfié c'est qu'effectivement on dirait des grains de café presque. On se retrouve avec des grains qui sont donc là, on parle de EBC pour la couleur. Et là il est à 800 EBC. Auparavant, on était à 150 EBC et le malt de base était à 3 EBC. Donc on a vraiment un malt qui, lui, dès qu'on va en mettre quelques pourcents, 1% suffit pour déjà basculer dans une brune, ce qu'on verra tout à l'heure. 4%, on est déjà dans un prémisse de noir. Et si on en met 10%, on est dans un stout bien épais avec une couleur et des goûts de café-chocolat qui seront bien présents. C'est ce qui va nous permettre aussi d'aromatiser nos bières, quoi. Finalement, ces maltes-là sont considérés plus comme des aromatisants, des colorants, presque, puisqu'ils vont être utilisés en faible pourcentage, mais vont très vite donner de la couleur. Tu peux pas faire une bière qu'avec ça. Non, voilà, c'est pour ça qu'on distingue les maltes de base, qu'on peut utiliser jusqu'à 100%, et puis ensuite les maltes spécifiques. Donc il y a la famille des maltes caramel. La famille des maltes spécifiques, c'est vraiment des maltes, par exemple, qui sont fumés, puisque j'ai aussi du malt fumé. Alors fumé au bois de hêtre, on va se retrouver dans une bière en tendance un peu bacon à l'ouverture. Et puis il y a aussi fumé tourbé, où là la tourbe apportait un côté un peu cendre aussi, c'est super intéressant. Si on est fan des whisky tourbés, on va se retrouver dans cette ambiance-là. Mais ça peut être une découverte au travers de la bière. Et puis on a aussi la famille de tous les maltes, dit plutôt donc les maltes de blé notamment, qui vont être déclinés pareil au niveau des couleurs, c'est-à-dire qu'on va avoir des maltes de blé clair, des maltes de blé un peu plus foncés, des maltes de blé vraiment torréfiés également. Sauf qu'il est très lourd. Je peux t'aider si tu veux. Okay. On va aller. Voilà. Donc, avant d'en arriver à cette étape-là de filtration, j'ai procédé au brassage. Donc dans cette cuve ici, j'ai mélangé mon malt avec mon malt concassé, mon eau avec mon malt concassé, et donc j'ai commencé à monter en température. Donc j'ai respecté des paliers de température et des temps aussi, pour que du coup, l'amidon qui est présent dans mon malt, dans mes céréales, se transforme en sucre. Et voilà l'intérêt d'utiliser du malt et pas la céréale crue, c'est que pendant le maltage,
pendant sa germination, la graine s'est équipée en fait avec ce qu'on appelle des enzymes qui justement en fait vont dégrader l'amidon présent dans mes céréales en sucre. Donc pendant mes paliers de température, en fait, je vais activer mes enzymes pour qu'elles transforment tout mon amidon en sucre. Et donc une fois que je suis arrivée au bout de ces paliers de température, je vais filtrer, c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire séparer les résidus de malt qui sont épuisés en amidon, et donc pour récupérer le mou sucré qui résulte de mon brassage, quoi. Et ce mou sucré, donc je le récupère et je le porte de nouveau en fait dans ma cuve de brassage, mais cette fois pour monter à ébullition. Et l'ébullition en fait va nous permettre, il y a plusieurs objectifs dans l'ébullition, la stérilisation du produit par exemple, la concentration du produit, parce qu'on va maintenir une ébullition d'1 heure à 1 heure et demie suivant les bières. Là pour nous aujourd'hui ça sera 1 heure. C'est une ébullition à 100 degrés, non? Pas Oui, comme l'eau? c'est ça, Oui, c'est 100 degrés. ça, voilà. Oui. Ouais, ouais. Et du coup, cette ébullition va me permettre aussi d'ajouter donc le troisième ingrédient, le houblon. D'accord. Le houblon qui est une fleur. Donc j'ai des jolis sous-bocs, on voit des photos de houblon si tu veux, comme ça. Et du coup, on se retrouve avec un joli visuel. Comme ça, tu les reçois séchés. Voilà, je vais les recevoir. Donc ça, c'est vraiment la fleur séchée, donc le cône en fait qu'on peut utiliser directement comme ça dans notre brassin, une fois qu'il a été séché. Et sinon, on peut l'utiliser sous forme de granulés. Là, sous forme de granulés, c'est-à-dire la fleur a été hachée, compactée, séchée, compactée, de manière à nous faciliter après son usage pendant le brassage. C'est vrai que pour des pesées, en fait, c'est plus régulier et on a aussi une meilleure extraction de l'amertume. Donc le houblon, tu l'ajoutes avant l'ébullition? Pendant l'ébullition. Pendant l'ébullition, donc voilà. Il participe aussi à l'ébullition. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai déroulé un schéma de brassage, maintenant je vais dérouler un schéma de houblonnage. Où, en fonction des temps à laquelle je vais ajouter j'ajoute mon houblon, je vais pouvoir apporter de l'amertume, des arômes ou du nez par exemple, essentiellement parfois que du parfum, quoi. D'accord. Donc sur 1 heure d'ébullition, en gros, plus j'ajoute mon houblon tôt, donc dès le départ de l'ébullition, plus j'aurai de l'amertume. Mais moi j'aurai de parfum parce qu'il y a des huiles essentielles qui vont partir, qui sont volatiles. Plus je vais ajouter mon houblon fin d'ébullition, voire même post-ébullition, c'est-à-dire à la clarification, c'est l'étape qui suit l'ébullition. Et puis du coup j'en aurai les arômes cette fois et même le nez, quoi, surtout le parfum. Donc je vais jouer en fait sur ces ajouts pour travailler sur un profil amérisant, aromatique de ma bière, pour l'équilibre ensuite de cette bière au final, quoi. Donc une fois que cette étape, une fois que ça a été pasteurisé, une fois que mon étape d'ébullition est terminée, que j'ai donc procédé à l'ajout de mes houblons, donc que j'ai amérisé ma bière, aromatisé ma bière, je vais passer à l'étape suivante qui va être l'étape de clarification. Donc la clarification, en fait, elle a lieu parce que pendant l'ébullition, il y a un certain nombre d'éléments qui, sous l'effet de la chaleur, vont coaguler. C'est un peu l'exemple de la peau du lait quand on fait chauffer le lait, c'est les protéines qui coagulent. Là, c'est la même chose, il y a pas mal de protéines, notamment dans le houblon et dans le malt, qui vont coaguler sous l'effet de la chaleur, entre autres. Et puis il y a ce fameux houblon qu'on aura rajouté, mais qui du coup n'est plus utile, donc on va s'en débarrasser, donc en procédant à la clarification. Donc en fait, on va provoquer un vortex assez important, donc ce qu'on appelle un whirlpool en brasserie, puisqu'il y a des cuves vraiment qui s'appellent cuves whirlpool. Et donc simplement le mouvement en fait va permettre à tous les éléments en suspension de se concentrer au centre de la cuve. Et du coup, on va pouvoir faire un soutirage au clair. Donc après l'étape de clarification, c'est l'étape de refroidissement, donc pour refroidir notre bière et l'amener à température de levure. C'est-à-dire que là on est dans un produit qui est à plus de 80 degrés, qui donc doit être amené à une température de 20-22 degrés quand on va être en fermentation haute, ou plutôt 10-12 degrés en fermentation basse. Et donc pour ça, en fait, on va le refroidir. Donc on va passer dans ce qu'on appelle un échangeur à plaques, couramment utilisé en agroalimentaire, pour réchauffer comme pour refroidir. Et on va donc après ensemencer avec le dernier ingrédient, la levure. Et donc le choix, on n'a pas parlé du choix de houblon, mais en fait il y a des centaines de variétés de houblons différents. Donc on peut vraiment en fait marquer notre bière avec ce houblon, comme on peut le faire varier rapidement. En changeant le houblon, on changera de bière. Et la levure, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a 300 à 400 souches de levure qui dorment dans les labos. Et à disposition du brasseur, on peut très bien demander à un laboratoire de nous produire notre propre levure, une levure qui sera propre à notre brasserie, comme on va en général plutôt aller chercher des levures sèches. C'est les mêmes petits sachets que les levures de boulangerie en gros, mais sauf que c'est la levure de brasserie. Et surtout, en fait, on va donc pouvoir choisir parmi une quinzaine de choix de levures, quoi. Donc on va pouvoir
fabriquer une bière et typer sa bière jusqu'à la levure. Et si je change de levure, je change de bière aussi. Donc on multiplie les combinaisons à l'infini entre la diversité des maltes, de houblon, de levure. Et il suffit que je change de région et d'eau pour que du coup ma bière soit pas la même. Et pourquoi on parle de plaques? Parce que si tu viens ici, en fait, tu verras les plaques qui se superposent. Et qui du coup, en fait, il y a 2 entrées, 2 sorties sur un échangeur. On a l'entrée du produit qui doit être refroidi, oui. Et donc à contre-courant, à l'opposé, l'entrée du fluide qui va permettre de refroidir justement. Et donc en sortie, on aura un mou qui se sera donc refroidi, et donc de l'eau, parce que là je vais utiliser de l'eau pour refroidir, qui se sera tiédi, voilà, réchauffée. Donc c'est ce qu'on va retrouver là. On a donc notre entrée produit, sortie produit, et puis à l'opposé, j'ai entrée eau froide et sortie qui va donc d'eau qui se sera réchauffée. Et cette eau réchauffée, tu la récupères ou... Et alors, si j'ai un brassin pour le lendemain ou le surlendemain, oui, je vais pouvoir le récupérer. Donc j'ai un tuyau derrière que je vais amener dans ma cuve par exemple là pour pouvoir récupérer cette eau. Et sinon, elle me sert au nettoyage aussi. Donc je vais remplir cette cuve là par exemple pour nettoyer. Je vais en profiter parce qu'elle n'est pas sale. Hein, c'est juste réchauffée. Et comme on a souvent besoin d'eau chaude pendant le nettoyage, du coup elle n'est pas perdue. Ça permet d'optimiser aussi la consommation en eau parce que la bière consomme énormément d'eau quand même. Et donc après, c'est la fermentation. Voilà, donc une fois qu'on a refroidi, en fait, on a emmené notre bière refroidie dans nos fermenteurs. Et donc dans ce fermenteur, je vais pouvoir ajouter ma levure. Et donc la fermentation va démarrer. Donc la levure, elle va consommer le sucre que j'aurai produit pendant justement le brassage pour produire du gaz et de l'alcool. C'est là où du coup mon produit, mon mou, va se transformer vraiment en bière. Et donc ça va durer, suivant les fermentations, en moyenne 1 à 2 semaines. Donc c'est ce qu'on appelle la fermentation principale. C'est là effectivement où tout se passe, donc la consommation du sucre. Et puis une fois que cette consommation de sucre sera terminée, donc en fonction de mes levures, il y en a qui consomment plus ou moins les sucres, mais en tout cas une fois qu'elle aura fini son boulot, elle va s'arrêter de consommer le sucre. Mais par contre, elle va continuer ses échanges et on va passer à ce qu'on appelle une fermentation secondaire, ou si on veut être plus précis, une période de garde. C'est cette fameuse période où la bière, en fait, on la baisse à une température le plus froid possible. Donc on essaie de se rapprocher des 0,2 degrés, en général on est plutôt à 4 degrés. Et du coup, pendant ce temps-là, donc on va laisser notre produit, ça c'est fonction du brasseur, moi je les laisse 4 semaines au froid pour que le produit s'affine. Et pour que voilà, la levure, elle est encore là, sédimente au fond de la bière, donc pour clarifier mon produit, le froid est utile aussi. Et ça permet aussi d'affiner mon produit, donc des certains composés qui vont être réabsorbés et d'avoir un goût de bière fini et pas un goût de bière verte, quoi. La bière est déjà en bouteille? Non, elle est encore en cuve. Elle est encore en cuve. Ouais, c'est ça. Et c'est seulement au bout de ces 4 semaines que je vais la sortir et je vais procéder à la mise en bouteille. Donc du coup, je vais soutirer, rajouter du sucre parce que ma bière est plate. J'ai laissé sortir le gaz en fait. Et donc la bière est plate, prête mais plate. Donc à la mise en bouteille, je remets un petit peu de sucre dans ma bière en fait pour que une fois ma bouteille capsulée, j'ai de nouveau en fait cette levure qui reconsomme du sucre, reproduise un peu de gaz, d'alcool pour que en fait le produit se sature lui-même avec son propre gaz. Donc d'avoir une bière saturée. Et la boucle est bouclée. Très bien.